J'espère que vous allez bien, c'est Khadija Fadj. On va aborder aujourd'hui l'insuffisance cardiaque de l'enfant. J'espère que ce cours sera bénéfique pour vous. En tous les cas, on va aborder bien sûr les bases de ce cours. Vous pouvez trouver plus de détails dans d'autres sources. Mais là, on va essayer de comprendre les bases de l'insuffisance cardiaque. Ça rassemble beaucoup, c'est la même chose que l'insuffisance cardiaque de l'adulte. D'accord, c'est presque, disons, la même chose que l'insuffisance cardiaque de l'adulte. Et si c'est la première fois que vous regardez les vidéos de Khadija, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et vous trouverez le lien de mon Instagram et dans la page médicale dans la boîte d'infos. Abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos que je poste. C'est parti. Alors, tout simplement, l'insuffisance cardiaque, c'est quoi la définition? Toujours, je vous répète la définition, d'accord? Pour vous comprendre la définition et ensuite vous allez comprendre, d'accord, les signes cliniques. Si vous ne comprenez pas la définition exacte de l'insuffisance cardiaque, vous n'allez jamais comprendre les signes cliniques. Alors, la définition, toujours, je vous dis ça dans les cours de l'insuffisance cardiaque que je poste sur la chaîne YouTube. Elle est définie simplement par la diminution du débit. Donc, elle a purement une définition mécanique. Vous savez que le cœur normal a un débit qui est normal, qui assure un débit systolique, d'accord, qui assure, je veux dire par le débit qui sort par l'aorte, qui assure la perfusion des tissus par l'oxygène et les nutriments, d'accord. Quand il y a une insuffisance cardiaque, est égale diminution de ce débit, pour une raison X. Vous savez que l'insuffisance cardiaque, un point très important à connaître, que l'insuffisance cardiaque ne survient pas sur un cœur déjà normal, d'accord? Donc, elle survient sur un cœur qui a déjà une étiologie quelconque, d'accord? Donc, l'insuffisance cardiaque, toujours, elle a une étiologie quelconque. Donc, avant de traiter l'insuffisance cardiaque, il faut traiter aussi, c'est pas avant, donc en même temps, il faut traiter aussi l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. Et justement, le pronostic de cette insuffisance cardiaque dépend du pronostic de l'étiologie, dépend de l'étiologie aussi de cette insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque, elle est définie par la diminution du débit sanguin. D'accord? Donc, l'incapacité du cœur à assurer un débit suffisant pour une oxygénation suffisante des tissus. D'accord? Ou des différents organes. Et ça, c'est un problème majeur. D'accord? C'est pour ça que l'insuffisance cardiaque, c'est une urgence thérapeutique. Donc, un mot sur... Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, un mot sur la physiopathologie. Alors, 3 paramètres conditionnent le fonctionnement normal du cœur. Plutôt, c'est la physiologie. Là, le titre est un peu faux, mais... Donc là, la physiopathologie, 3 paramètres conditionnent le fonctionnement normal. Là, parce que ils vont détailler la physiopathologie dans un instant. D'accord? Donc, 3 paramètres conditionnent le fonctionnement normal du cœur. Premièrement, la précharge. Vous savez, on a déjà détaillé la précharge et la post-charge dans d'autres vidéos. Donc, la précharge, c'est tout simplement le volume après le remplissage. Donc, le volume télédiastolique. Si vous vous rappelez, c'est le volume télédiastolique. C'est le volume qui est formé ou là, qui est rempli dans les deux ventricules après la diastole et qui est prêt à être propulsé par les contractions du cœur vers l'aorte en ce qui concerne le ventricule gauche et vers l'artère pulmonaire en ce qui concerne le ventricule droit. Ça, c'est la précharge. Deuxièmement, vous comprenez bien, si ce volume diminue, automatiquement le débit diminue du cœur. D'accord? Très bien. Deuxièmement, la post-charge. Désolé, c'est la résistance à l'éjection des deux ventricules, c'est-à-dire c'est la résistance des vaisseaux. Si on a par exemple, disons par exemple une hypertension artérielle, ça c'est l'adulte, je ne parle pas de l'enfant, je parle de façon générale. Si on a par exemple une hypertension artérielle ou bien un rétrécissement aortique, vous comprenez bien, ou bien un rétrécissement pulmonaire, ça c'est comme un obstacle à l'éjection des deux ventricules vers les différentes artères, d'accord? Et c'est pas bon, d'accord? La post-charge, quand elle augmente, c'est pas bon pour le cœur, d'accord? Donc, quand la post-charge augmente, le débit va automatiquement diminuer parce qu'il va lutter contre une résistance, d'accord? Et bien sûr, la contractilité myocardique, c'est la contractilité du myocarde. Quand la contractilité diminue, quand la contractilité elle est bonne, le volume qui est rempli dans les deux ventricules va être éjecté en totalité vers les artères correspondantes. Et si la contractilité diminue, automatiquement, le débit diminue et ça définit notre insuffisance cardiaque.
Bien sûr, il faut différencier l'insuffisance cardiaque droite de l'insuffisance cardiaque gauche. C'est pas la même chose. Quand on a une insuffisance cardiaque droite, c'est pas les mêmes signes de l'insuffisance cardiaque gauche. On va les détailler dans un instant. D'accord? Donc, il résulte ainsi des signes de congestion pulmonaire par insuffisance cardiaque gauche. Donc, quand on a une insuffisance cardiaque là, on n'a pas une image du cœur. C'est dommage. On n'a pas une image du cœur, mais imaginez-vous avec moi. Là, on n'a pas une image. Dommage. Donc là, l'insuffisance cardiaque gauche, elle est définie par l'incapacité tout simplement du ventricule gauche à assurer un débit suffisant. Cela veut dire que le sang qui est dans le ventricule gauche, cycle après cycle cardiaque, il va rester une petite quantité de sang parce qu'il n'est pas éjecté en totalité à cause de cette insuffisance cardiaque. Quand il n'est pas éjecté en totalité, cycle après cycle, le ventricule gauche va se remplir de sang. Cycle après cycle, l'oreillette droite gauche va se remplir de sang. Cycle après cycle, c'est les veines pulmonaires, c'est ça le problème. C'est les veines pulmonaires qui vont se remplir de sang. Cycle après cycle, c'est le plasma qui va être éjecté hors des vaisseaux pour que les vaisseaux ne s'éclatent pas. Et cycle après cycle, c'est les alvéoles qui sont touchées, c'est l'OAP. La complication la plus grave de l'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'OAP. D'accord? C'est l'OAP. C'est ça la congestion pulmonaire. Dans un premier temps, c'est simplement une congestion. Et dans un deuxième temps, on aura passage du plasma vers les alvéoles. Bien sûr, les globules rouges ne peuvent pas passer vers les tissus interstitiels. Et là, ça définit vers les alvéoles et cela définit notre OAP. D'accord? Mais avant le stade OAP, l'insuffisance cardiaque gauche, elle va se manifester par une polypnée superficielle. Pourquoi? Parce que les tissus n'ont pas une oxygénation suffisante, ils ne reçoivent pas assez d'oxygène, et pour compenser, la polypnée, c'est comme un mécanisme de compensation. C'est pour augmenter, comme le débit ne peut pas être augmenté, on aura l'augmentation de la quantité d'oxygène qui rentre dans l'organisme. Donc polypnée superficielle ou à l'effort, donc ça dépend le degré de l'insuffisance cardiaque. Les crépitants, bien les sibilants, c'est déjà des signes de congestion pulmonaire. Quand on entend les crépitants, déjà que les alvéoles contiennent une petite quantité de liquide. Hein, quand il y a les crépitants, les sibilants. Même les sibilants, c'est dû à la bronchoconstriction. Et la tachycardie, c'est toujours un mécanisme compensateur. Quand il y a une diminution du débit, le cœur va augmenter sa fréquence cardiaque pour bien sûr combler le déficit de ce manque de débit. D'accord? Sudation. D'accord? Des signes de congestion veineuse par insuffisance cardiaque droite. Par contre, quand on a une insuffisance cardiaque droite, on a des signes de congestion veineuse. C'est-à-dire, le ventricule droit va se remplir dans un premier temps de sang. De même, l'oreillette droite. De même, la veine cave supérieure et inférieure. De même, on aura une hépatomégalie parce que la veine cave inférieure, elle mène au foie directement. Donc, on aura ce foie qui est douloureux à la palpation parce que c'est congestif. Donc, on aura une hépatomégalie douloureuse. On peut avoir le reflux hépatogégulaire, c'est-à-dire quand on fait une petite pression sur les veines, sur le foie, on aura désolé, je trouve pas le mot, on aura l'apparition des veines caves supérieures qui vont apparaître, d'accord? Les veines jugulaires, désolé, c'est pas la veine cave supérieure, c'est les veines jugulaires au niveau du cou qui vont apparaître. Tout ça, c'est des signes de congestion. Donc, on aura l'hépatomégalie, les œdèmes, la turgescence jugulaire, les œdèmes, parce que pour que les vaisseaux ne s'éclatent pas, on aura les œdèmes. D'accord? Par contre, là, les vaisseaux ne s'éclatent pas dans les poumons. C'est pour ça quand on a une fuite de plasma vers les alvéoles, ça constitue l'œdème pulmonaire. C'est pas l'œdème là, ils veulent dire l'œdème des membres. D'accord? C'est l'œdème généralisé. Et turgescence vésiculaire. Les formes graves associent des signes d'insuffisance circulatoire, c'est-à-dire le teint qui est gris, des marbrures, pouls filants, hypotension artérielle. Ça, dans les formes graves, ça, c'est déjà les signes de choc cardiogénique. Si vous avez remarqué l'hypotension, les marbrures, le pouls qui est filant, là, c'est carrément vont amener vers les signes de choc cardiogénique. D'accord?
Très bien. La présentation clinique chez le nourrisson peut être variable. On peut avoir des symptômes digestifs, reflux de vibrants, vomissements, mauvaise prise pondérale. Les symptômes respiratoires, la polypnée, la fatigabilité OTT, la détresse respiratoire, la cyanose et les symptômes cardiovasculaires, tout ce qui concerne la tachycardie, d'accord, l'hépatomégalie, le souffle cardiaque qui est inconstant bien sûr, souffle cardiaque s'il y a une anomalie valvulaire, et les œdèmes qui sont inconstants toujours. Bien sûr, chez le nouveau-né, ça peut manifester par un choc cardiogénique. Chez l'enfant, ça peut manifester par des signes cardio-respiratoires à l'effort. C'est-à-dire à l'effort, il peut y avoir... l'enfant ne peut pas faire des efforts comme les autres, d'accord? Fatigabilité à l'effort, ou bien une polypnée à l'effort, d'accord? Donc tout ça, c'est des signes d'accord, c'est des signes d'insuffisance cardiaque. Pour les examens complémentaires, faire rapidement une radiographie du thorax. Pour déceler cette cardiomégalie, vous remarquez que la radiographie du thorax peut faire le diagnostic de la cardiomégalie, c'est-à-dire l'augmentation du volume du cœur. Remarquez bien, quand le cœur ne peut pas assurer un débit suffisant, il va essayer de doubler sa musculature et augmenter le volume pour, quand même, c'est un mécanisme de compensation. D'accord? La cardiomégalie, c'est un mécanisme de compensation. Le CG, on peut avoir des troubles de rythme, l'échocardiographie cardiaque, cardiopathie fonction ventriculaire et l'épanchement péricardique. Donc l'échocardiographie, elle peut mettre en évidence, si vous voulez, l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. On peut avoir une information sur l'état des ventricules, sur l'état du péricarde, s'il y a un épanchement ou non, d'accord? Les gaz du sang, et bien sûr, FNS, ionogramme sanguin, fonction rénale, ça c'est un bilan, disons, standard. Et on peut demander dans certains cas les enzymes myocardiques, d'accord? Dans les myocardiques, les myocardites, désolé, NT, Pro, BNP. Bien sûr, ça c'est une triade hypertombable en QCM, retenez ça très bien. La triade tachycardie, hépatomégalie et cardiomégalie permet d'évoquer le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc cette triade tachycardie, l'augmentation du volume du foie, la cardiomégalie, ça peut poser le diagnostic d'une insuffisance, d'accord, d'une insuffisance cardiaque. Je redis que c'est hypertombable en QCM, retenez cette triade très bien. Pour le diagnostic différentiel, tant qu'il y a une polypnée, etc., des détresses respiratoires, ça peut simuler le tableau d'une bronchiolite aiguë, d'accord? La tachycardie en cas de fièvre, vous savez que chaque 1 degré en plus par rapport à la température corporelle normale augmente la fréquence cardiaque de 20 cycles par minute normalement, si je me trompe pas. D'accord? Si je me trompe pas, c'est ça l'information. Et donc, on peut avoir une tachycardie en cas de fièvre, c'est tout à fait normal. Donc, ça peut masquer notre diagnostic d'insuffisance cardiaque. Les étiologies, d'accord? Vous remarquez bien que un cœur normal ne va pas faire soudainement une insuffisance cardiaque. Donc, il y a une étiologie, vous remarquez, c'est logique. Il y a une étiologie dedans. Donc, il faut non seulement traiter l'insuffisance cardiaque, mais aussi traiter l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. C'est très important. Donc, cause à évoquer chez le nourrisson, les chaînes gauche-droit, tout ce qui concerne les malformations, communication, persistance, etc. Les myocardites infectieuses, les troubles de rythme, les anomalies de naissance de la couronne à gauche, etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est des malformations qui peuvent causer une insuffisance cardiaque. Chez l'enfant plus grand, les cardiopathies congénitales, les cardiopathies acquises, GNA post-streptococcique peut donner une insuffisance cardiaque, d'accord? Là, la GNA post-streptococcique, normalement, elle donne l'insuffisance cardiaque par la baie de l'OAP. D'accord? Par la baie de l'OAP, je pense que c'est une résistance en plus sur le corps. Donc, ça peut donner cette insuffisance cardiaque. Voilà. L'essentiel, sachez que la GNA post-streptococcique peut donner un tableau d'insuffisance cardiaque. D'accord? Peut donner comme complication l'insuffisance cardiaque. Ou bien par la baie, voilà, je me rappelle que par la baie de l'HTA aussi.
donc par la baie de l'HTA, donc la GN apostrophoxique, à cause de cette rétention de liquide à l'intérieur des vaisseaux, d'accord, ça peut causer, c'est-à-dire l'augmentation de l'eau qui se trouve à l'intérieur des vaisseaux, donc ça peut augmenter la précharge du cœur. Donc les volumes de remplissage sont trop gros, trop élevés, et donc ça peut causer une insuffisance cardiaque. Alors, pour le traitement, bien sûr, vous allez comprendre tout seul que l'insuffisance cardiaque n'a pas une définition, disons, organique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, une tumeur ou bien quelque chose qui peut être touché. C'est pas comme une tumeur, c'est une définition qui est organique. Que le traitement est chirurgical, par exemple. Là, la définition, elle est purement mécanique. C'est une diminution du débit. Et comme c'est une diminution du débit, elle n'a pas une définition pure. C'est-à-dire que le traitement n'est pas spécifique, c'est un traitement symptomatique. Pour diminuer la charge sur le cœur, le temps de trouver une solution et de traiter l'étiologie de cette insuffisance cardiaque. Donc il faut retenir ça très bien. Donc il n'y a pas un traitement, voici le traitement de l'insuffisance cardiaque. Il n'y a pas. Donc c'est un traitement purement symptomatique. C'est un traitement qui vise à réduire la congestion et augmenter le débit cardiaque. Donc on peut augmenter la contractilité myocardique pour assurer une oxygénation suffisante par tout ce qui est dobutamine, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et bien sûr, diminuer la pression sur le cœur, diminuer la précharge sur le cœur par les diurétiques, d'accord, pour qu'il n'y ait pas la charge sur le cœur en plus, par les diurétiques, d'accord, par les diurétiques, parce que si on laisse cette insuffisance cardiaque, on aura la formation de l'OAP, on aura la formation de l'hépatomégalie, on aura les veines qui sont surchargées de sang, et donc on aide le cœur un petit peu à se respirer, disons, par ces diurétiques, d'accord. On peut diminuer aussi la post-charge par les vasodilatateurs type captopril. Donc, il faut retenir ça. Ce couple-là est toujours ensemble, hein, ce couple. Donc, furosémide, captopril, toujours c'est indiqué en cas d'insuffisance cardiaque. Donc, c'est pour diminuer la charge un petit peu sur le cœur par la dilatation de ces vaisseaux. Vous remarquez bien, si les vaisseaux sont contractés, c'est un élément qui va fatiguer encore notre cœur qui est déjà en insuffisance cardiaque, bien sûr. Et bien sûr, les mesures adjuvantes, les restrictions hydriques, les apports caloriques suffisants augmentés, la restriction hydrique, parce que déjà, on a la surcharge volumique, d'accord? Bien sûr, le traitement étiologique, ça c'est écrit en noir, c'est important, est essentiel, d'accord? C'est essentiel, le diagnostic ou le traitement étiologique de l'insuffisance cardiaque. Bien sûr, la conduite à tenir, c'est l'hospitalisation, mettre l'enfant en condition, position demi-assise, oxygénothérapie humidifiée et réchauffée pour traiter s'il y a une saturation qui n'est pas suffisante, la restriction hydrique, et bien sûr, les diurétiques pour une dose d'attaque, ensuite la dose d'entretien, les vasodilatateurs, vous remarquez qu'il y a une dose d'attaque, ensuite il y a une dose d'entretien, et bien sûr, si on a un tableau grave, c'est un tableau de choc. On peut utiliser des amines vasoactives, dobutamine, etc. pour avoir un ionotrope positif. D'accord? Bien sûr, la surveillance de cette insuffisance cardiaque, fréquence cardiaque, respiratoire, tension artérielle, la flèche hépatique, comment elle évolue notre hépatomégalie, l'auscultation cardiaque et pulmonaire, surtout l'auscultation pulmonaire pour déceler s'il y a un OAP ou non, s'il y a des crépitants ou non, la diurèse et ionogramme sanguin, etc. Traitement étiologique, bien sûr, il faut avoir le traitement de l'étiologie de cette insuffisance cardiaque, d'accord. Vous remarquez bien que s'il y a une cardiopathie congénitale, s'il y a une chirurgie quelconque qui peut traiter notre cardiopathie congénitale, on doit la faire. S'il y a une cardite rhumatismale, c'est-à-dire ça rentre dans le rhumatisme articulaire aigu. On a déjà fait le rhumatisme articulaire aigu, n'est-ce pas, surtout à consulter le cours. Rhumatisme articulaire aigu, ça donne c'est par définition une inflammation aussi du cœur, des articulations et tout. Donc ça peut donner une insuffisance cardiaque. Donc pour traiter ce rhumatisme articulaire aigu, le gold standard pour le RAA, c'est les corticoïdes. D'accord? Et on a déjà détaillé que les corticoïdes, leur durée, c'est en fonction du durée de la cardite. S'il n'y a pas de cardite, donc
3 mois d'attaque et 6 mois d'entretien. S'il y a une cardite modérée ou légère, désolé, s'il n'y a pas une cardite, 2 mois d'attaque et 6 mois d'entretien. S'il y a une cardite modérée ou légère ou modérée, donc c'est 3 mois d'attaque et 6 mois d'entretien. Et s'il y a une cardite sévère, c'est 3 mois d'attaque et 9 semaines. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est semaines, hein, tout ce qui est... Je crois le cas au moins c'est semaines. Excusez-moi. 3 semaines d'attaque et 3 semaines d'entretien. Et 9 semaines d'entretien. D'accord? 9 semaines d'entretien. Donc c'est important. D'accord? La GNA, donc diurétique et antibiotique. La GNA, on a déjà dit que le traitement est symptomatique de la GNA par les diurétiques pour diminuer l'HTA. Et bien sûr, dans certains cas, les antibiotiques pour éradiquer le foyer streptococcique. Donc, rhumatisme articulaire aigu et GNA sont les complications du streptocoque, bien sûr. Bien sûr, le pronostic, on a déjà dit qu'il dépend de la précocité, du diagnostic, la prise en charge et bien sûr, surtout, de l'étiologie de notre insuffisance cardiaque. Voilà, c'est fini notre cours. C'était un cours très très facile, très léger. J'ai essayé de vous dire les choses les plus importantes à comprendre, les traits les plus suffisants pour répondre surtout au QCM. Donc, essayez de répondre au QCM juste par ma vidéo et laissez-moi savoir en commentaire si vous avez pu répondre au QCM par juste en regardant la vidéo. Je suis sûre que vous allez essayer de déchiffrer les QCM très très facilement juste par cette vidéo. Mais j'espère surtout à utiliser d'autres sources si vous avez d'autres sources. Et bien sûr, mettez un petit like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je vais poster. Et à la prochaine. Voilà.